Excellent. Donc, bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous en cette absolument belle journée. Donc, je me présente. Mon nom, c'est Annie Brissette. Je suis coordonnatrice des opérations pour Agile Montréal. S'il y en a parmi vous qui ont l'habitude de venir à nos événements mensuels, vous m'avez peut-être déjà vu à la Maison Notman ou sur Zoom depuis les derniers temps. Donc, s'il y en a qui ne connaissent pas Agile Montréal, ben justement, Agile Montréal, ça fait la promotion de l'agilité dans la région du Grand Montréal. Donc, nous, on a une programmation, on a des événements mensuels qu'on organise tous les mois. Ce soir, c'est notre dernier événement de l'année avant qu'on recommence vraiment en septembre à la rentrée. Ceci dit, je vous invite quand même d'aller sur notre site web, voir ce qui se passe parce qu'on a déjà plein d'événements de confirmés septembre, octobre, novembre. Sinon, Agile Montréal, on produit également des plus gros événements comme le Agile Tour, comme Spark the Change, comme DevOps Days. Malheureusement, il y en a qui ont pris une petite pause cette année à cause de la pandémie, mais on espère qu'en 2021, tout soit revenu à la normale. Agile Tour a décidé d'y aller en mode virtuel cette année. Présentement, ils sont en appel de conférenciers, justement. Donc, si vous voulez proposer des contenus pour Agile Tour Montréal, je vous invite à aller sur leur site web où est-ce qu'il y a un formulaire à remplir. Sinon, ben, je vous invite également à aller sur le site web d'Agile Montréal, voir les différentes activités. On a aussi une section formation. On a nos communautés de pratique aussi également qu'on soutient. On soutient 5 communautés de pratique. Ça parle aussi un peu plus de l'organisation, donc si vous voulez en savoir plus à propos de nous, je vous invite également à aller nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Donc, on est sur Facebook, LinkedIn, Twitter. On a également un Slack. Je vous invite également à vous abonner à l'infolettre. Je dirais que l'infolettre, c'est vraiment la meilleure manière d'être au courant de tout ce qui se passe côté activité, contenu, formation, les nouvelles, les choses comme ça. On envoie une infolette normalement à toutes les 2 semaines. Puis si jamais il y en a qui ont des questions générales, ben, je vous invite justement à écrire. L'adresse est sur le site web d'Agile Montréal, donc à info@agilemontréal.ca et ça va me faire plaisir de répondre à vos questions de tout ordre. Je vous invite également à soumettre des propositions de conférences. S'il y en a parmi vous qui veulent animer des conférences ou des ateliers à partir de l'automne, ben, vous êtes vraiment la bienvenue de le faire, puis ça va nous faire plaisir d'étudier vos propositions. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à notre animatrice de la soirée qui va nous expliquer justement le déroulement de sa conférence atelier. Donc, je te cède la parole. Merci Annie. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Mise Arabé-Mananjara et déjà, je tiens à vous souhaiter la bienvenue à cette conférence que j'ai nommée pour s'auto-guider et aller vers l'auto-organisation et au-delà. Merci pour votre temps parce que j'imagine que vous avez déjà eu une journée bien remplie d'échanges virtuels et donc participer à une conférence atelier qui, je l'espère, sera très participative. Ça va être un effort supplémentaire, donc merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Je vous propose en fait ces quelques règles pour le déroulé de cet atelier. Je vois que vous avez déjà l'habitude de vous mettre en muet par défaut. Si possible, d'avoir votre vidéo allumée, puisque comme ça, je peux voir vos visages et voir si j'ai besoin s'il peut être nécessaire que je reformule certaines phrases ou certains concepts. Comme ce sera quelque chose d'assez participatif, bien, je vous propose qu'on partage le temps de parole, mais en même temps par 2 canaux, que ce soit à l'oral ou aussi par chat. Donc, surtout à n'importe quel moment, sentez-vous libre d'intervenir par chat. Et pour ça, moi, je compte sur Annie pour me dire si jamais il y a des questions que j'aurais loupées dans le chat. Je vous invite aussi, si vous le souhaitez, à dire votre nom avant d'intervenir à l'oral. Et puis, comme c'était indiqué dans l'invitation, je pense ça pourrait être intéressant pour vous dans la deuxième partie d'avoir 2 écrans pour pouvoir à la fois travailler sur un outil Draftio qui va vous permettre en fait d'échanger en petits groupes et puis de pouvoir profiter des visages de vos collègues pendant l'atelier. Qui suis-je? Donc, je vous le disais tout à l'heure, je m'appelle Mise Arabé-Mananjara. Je me définis comme étant une agilopathe, c'est-à-dire que je pratique la médecine douce des organisations pour des salariés et des clients heureux. Diplômée d'une école d'ingénieur en France en 1999, coach certifié en 2007, j'ai commencé à travailler dans l'IT.
et je pense que j'en suis jamais sortie. J'ai à peu près fait tous les métiers dans l'IT, de développeur à chef de projet, directeur de projet, responsable d'assurance qualité, etc. Puis j'ai découvert l'agilité en 2012 en me faisant coacher sur un projet qui n'était pas forcément hyper facile. Et puis je suis tombée amoureuse de l'agilité. Donc j'ai décidé d'en faire mon métier et depuis 2015, j'interviens en tant que coach agile en devenir et depuis 2018 en tant qu'agilopathe. C'est un nom que j'ai créé parce que je trouve que ça me correspond bien. Et ma motivation pour faire ça, c'est que j'ai vraiment, vraiment envie que dans nos organisations, on aille vers plus d'auto-organisation parce que je pense que c'est ça qui apporte beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de plaisir au travail. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le résultat de mon expérience et d'une rencontre aussi, celle de Nadia Hamidi, qui était le professeur de l'éducatrice Montessori de mes enfants entre 2015 et 2018. Et donc, j'ai découvert la pédagogie Montessori par la pratique, en voyant les effets qu'elle avait sur mes enfants et en assistant à certaines présentations de la pédagogie et du matériel Montessori. Et puis, comme j'étais déjà en train de réfléchir à l'agilité, je me suis dit, là, il y a vraiment plein de choses que je peux exploiter. Donc, on a travaillé ensemble. J'ai fait pas mal de conférences avec elle. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un extrait de cette conversation, de ces conversations que j'ai eues avec elle. Avant d'aller vraiment dans le sujet, j'aimerais qu'on apprenne un petit peu à se connaître. Et je voudrais savoir dans l'Assemblée s'il y a des personnes qui ont une transformation agile en cours et depuis combien de temps. Alors, vous pouvez répondre par chat ou à l'oral, hein, comme vous le souhaitez. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Chloé et oui, je peux dire que j'ai vécu une transformation agile personnelle il y a moins d'1 an parce que un peu comme vous, Mija, quand il y a 2 ans, j'ai découvert l'agilité, j'ai vu la puissance, j'étais hors contexte TI et j'ai découvert la puissance de ces valeurs au sein d'une équipe. J'ai compris qu'en fait, elle allait probablement m'aider moi aussi. Et j'ai vu beaucoup de choses dans mon quotidien grandir grâce à ça. Et puis, depuis 1 an, vraiment, je l'exploite et je l'exploite avec mes enfants, puis je l'exploite autant que possible pour inspirer les équipes. C'est ça, ça change plein de choses hein, quand on découvre l'agilité, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des transformations agiles en cours? Même sur le chat, allez-y, hein, comme ça on apprend aussi tous à se connaître. Ce n'est pas juste pour moi, c'est que pour vous aussi, vous sachiez un peu qui fait partie de ces 40 personnes là qui sont en ligne. Il y a justement Pascal qui dit oui, depuis très longtemps, 10 ans et plus, et ça continue quand l'agilité et l'amélioration continuent. Je vais parler du coup, donc Pascal, alors je connais Mich depuis longtemps aussi, hein. On a été collègues SQLI. Et en fait, effectivement, l'agilité, moi, je le connais depuis 15 ans personnellement. Je l'ai découvert il y a 15 ans. Et là, j'ai changé de société il n'y a pas très longtemps, qui est en transformation agile depuis une dizaine d'années et qui continue. Donc, l'agilité est devenue vraiment l'ADN de la société, mais ça continue. Et on est toujours en transformation puisque l'amélioration continue fait que, voilà, on n'arrête jamais. Une fois qu'on a commencé, on continue et on s'améliore de plus en plus. Est-ce qu'il y a parmi… Merci beaucoup Pascal. Oui, et je me souviens tout à fait de toi. Ça tombe bien, c'est réciproque. Est-ce que parmi nous, il y a des gestionnaires, puisque la proposition là, qui vous était faite, je ne sais pas comment vous l'avez lue en fait, mais la proposition, c'était surtout pour les gestionnaires, pour qu'ils puissent accompagner leurs équipes vers l'auto-organisation. Est-ce qu'on a des gestionnaires dans la salle? Est-ce qu'ils rencontrent des difficultés dans leur chemin vers plus d'agilité? Est-ce qu'ils sont prêts à les partager, ces difficultés? Pas encore? Alors, je ne sais pas si des coachs veulent parler de ce qu'ils voient à ce moment-là. Je peux peut-être intervenir. Jean-Michel Lavoie, je suis coach chez Morgan Stanley.
Alors, il y a toutes sortes de réactions à l'agilité. Il y en a certaines qui sont peut-être un petit peu plus négatives que les autres. Un sentiment d'insécurité qui peut être créé au moment où ils voient les équipes essayer de s'auto-organiser, ça remet en question leur rôle, leur contribution, qu'est-ce qui va guider leur évaluation, en quoi leur productivité va être jugée. Tout ça, c'est remis en question par des équipes qui deviennent plus auto-organisées. Merci Jean-Michel pour ce partage. Est-ce qu'il y en a qui veulent ajouter des éléments? Je peux y aller. Nathalie Corsi, je suis directrice principale chez Desjardins. Présentement, dans nos équipes, on est accompagné. On a un centre d'expertise Agile Mouvement chez Desjardins. Puis on a un coach Agile qui est en train de nous accompagner pour voir comment est-ce qu'on peut faire un virage vers une équipe plus auto-gérée, auto-organisée. Donc, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour apprendre des choses, des trucs, ce qui se vit ailleurs, puis comment les autres se sont peut-être emparés de ce nouveau mode de fonctionnement. D'accord. Mais aujourd'hui, les difficultés que vous rencontrez, ça ressemble à quoi? Je suis sûre qu'on a des difficultés. On est encore dans notre apprentissage à savoir qu'est-ce qu'on doit laisser aller lorsqu'on est dans une équipe auto-organisée. On est très jeune dans notre transformation agile. Dans les bureaux de projet chez Desjardins, ils sont beaucoup plus avancés. Nous, on est en appui. On est dans le déploiement vers le réseau des caisses. Donc, on est un peu jeune, mais on est ici pour apprendre. On n'a pas vu encore les défis. On a peut-être des petites craintes d'avoir à laisser aller trop de choses. Mais c'est pour tout ça qu'on est ici aujourd'hui. OK. Bienvenue. Oui. Bonjour, Isabelle qui parle. En fait, je travaille avec Nathalie. Puis juste pour compléter, dans le fond, moi, je trouve que comme gestionnaire, un des défis qu'on a, c'est d'inculquer dans le savoir-être le droit à l'erreur, le droit de s'essayer, puis de se dire, ben on teste, on a quand même une chance sur deux que ça fonctionne bien, et de faire tomber la barrière, de se faire un peu... de se faire dire c'était pas correct, t'as pas réussi du premier coup. Je pense que c'est un des plus grands apprentissages, et c'est ce que moi je pense que les gens ont même si on est très bienveillant puis on leur dit que c'est correct, tout ça, c'est quelque chose qui est inculqué depuis tellement longtemps, de performer tout le temps, qu'il faut vraiment amener ça avec beaucoup de douceur, de dire c'est des preuves de concept, puis à un moment donné, ben ça va mieux, puis c'est correct de se tromper. Je pense que c'est une difficulté, c'est un défi. C'est un défi, puis ça va chercher les gens très, 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 très profondément. Donc, c'est un des grands apprentissages, je crois. Bonjour, mon nom est Marie-Hélène. Écoute, j'ai été gestionnaire de transformation agile, puis ce que j'ai réalisé beaucoup, c'est que c'est un problème à deux volets. C'est-à-dire que autant c'est difficile d'arriver à laisser les autres auto-s'organiser, autant c'est difficile pour l'équipe de recevoir l'auto-organisation. Puis on a de la misère parfois à trouver la juste balance entre demander à l'autre de s'auto-organiser et l'abandon. Donc, on abandonne nos équipes. Donc, trouver le bon équilibre, ça représentait un enjeu, clarifier les rôles, qui fait quoi, comment qu'on assume la responsabilité, parce que c'est beau l'auto-organisation, mais ça implique aussi de se responsabiliser dans ses décisions. Alors, on a tout construit nos entreprises sur l'évaluation individuelle. Alors, comment est-ce qu'on va évaluer notre imputabilité, notre performance en équipe par rapport aux décisions qu'on prend? C'est vraiment intéressant, mais c'est des enjeux qui ont multiples facettes, à mon avis. C'est bien exprimé comment accompagner le transfert d'ownership qui est sur les managers et sur les project managers aujourd'hui vers l'équipe, et vraiment leur donner les rênes tout en gardant suffisamment de vue sur ce qui se passe et fournir le bon aliment pour que ça fonctionne bien. Exact. Bonjour Micha, Annie Cournoyer. Je travaille avec Nathalie Corsi, Isabelle qui vient à peine de parler. Un des éléments qui, en tout cas, je vais parler pour moi, et aussi en apprentissage, c'est que lorsqu'on est en grande équipe de comité de gestion, puis que là, on choisit quel élément qu'on souhaite que notre équipe s'organise pour prendre la responsabilité. On a chacun d'entre nous à s'arrimer
pour voir où est-ce que moi, Annie, je suis sur la délégation que je souhaite versus ma collègue. On a eu des belles discussions quand même, puis une évolution sur le premier sujet qu'on a mis sur la table, puis qu'on s'est dit, bon, ben moi, je suis prête à quoi? Et chacun d'entre nous, on s'est challengé, là. Mais ça, pour moi, ça a été nouveau de voir, OK, moi, je suis prête à quoi? Ma collègue. Et là, de trouver un terrain d'entente là, pour, comme premier pas, on fait quoi? On va jusque-là, OK, on va voir comment ça fonctionne. Fait que pour moi, ça a été une belle découverte, ça. OK. Bien. Eh bien, écoutez, ce que je vous propose, en fait, pour aujourd'hui, c'est de vous partager une sorte de grille de lecture, un canevas qui me permet d'observer les organisations et qui me permet finalement de choisir comment je veux interagir et ce que je veux faire pour accompagner une équipe vers l'auto-organisation. Donc, prenez ce que vous voulez là-dedans. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas dans de la prescription de comportement, mais vraiment sur comment on peut observer ça. Ensuite, vers où on veut aller, sur quel axe on peut travailler, et comme ça permet aux gestionnaires en fait de s'auto-piloter pour accompagner l'organisation vers une organisation porteuse de sens. Il n'y a pas de raison qu'il n'y a que les équipes qui puissent s'auto-organiser, hein, après tout. Et donc, on va essayer de répondre ensemble à cette question. Comment, en tant que manager gestionnaire, puis-je accompagner mon équipe vers l'auto-organisation sans tomber dans les pièges connus? Imposer une organisation, donc hyper contrôlée, ou bien ne rien faire. Alors, comment on va faire ça? Je vous propose de faire ça en 4 étapes. Tout à l'heure, je vous parlais de Nadia à midi. Donc, je vais vous raconter un peu ce que j'ai vu en fait, dans ce qu'elle partage, ce qu'elle fait avec ses enfants en classe, et qui, je trouve, est totalement transposable dans le domaine des organisations. Parce qu'en fait, je vais l'expliquer après. Donc ça, ce sera la première étape. Deuxième étape, vous montrez en fait les quelques éléments qui me permettent de me guider, cette grille de lecture. Et ensuite, on va faire une demi-heure de mise en pratique par petits groupes. Et ça, pareil, je vous expliquerai en temps voulu comment ça va se passer de façon très concrète. Et puis, je vais vous partager quelques pistes pour aller plus loin, en tout cas mes sources d'inspiration et quelques retours d'expérience que vous pourrez aller explorer après cette session. Montessori. Maria Montessori, c'est une des premières femmes médecins en Italie. Donc, elle est née en 1870, elle a vécu les 2 guerres. Et il y a une phrase en fait que j'ai lue d'elle qui m'a juste frappée et qui m'a dit « Mais c'est bien sûr, il faut que j'aille regarder de plus près ce qu'elle met là-dedans. » Cette phrase, c'est « N'élevons pas nos enfants pour le monde d'aujourd'hui, ce monde n'existera plus lorsqu'ils seront grands. Et rien ne nous permet de savoir quel monde sera le leur, alors apprenons-leur à s'adapter. » Nous, c'est pareil, on a des environnements complexes, aucune idée de ce à quoi va ressembler demain. Donc, il faut bien que les personnes qui font partie des équipes, des organisations, apprennent à s'adapter. On ne peut plus s'appuyer uniquement sur une personne qui va cascader des décisions. En fait, ça ne tient plus. Donc, je me suis dit, ouais, va regarder un peu ce qu'elle propose, Maria. Et ce que je trouve intéressant dans son approche, c'est qu'elle n'infantilise pas les enfants. Je vais vous montrer une vidéo qui décrit ça. Et comme elle a vécu les 2 guerres, en fait, pour elle, c'est l'éducation et le fait que les enfants apprennent à penser par eux-mêmes qui va amener vers plus de paix dans le monde. Je vais vous partager une vidéo qui dure à peu près 3 minutes, qui montre le déroulé d'une journée type dans une classe 6-12. Montessori, c'était en fin d'année scolaire, vers fin mai. D'accord ? Donc l'environnement est extrêmement clair et j'espère que ça va vous donner quelques clés sur à quoi ça peut ressembler une communauté auto-organisée.
C'était même en 2016, bien avant le Covid. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise là, dans cette vidéo? Des remarques, des observations que vous aimeriez partager avec les personnes qui sont là? L'autonomie. Effectivement, ouais, c'est propre. Vous pouvez le faire aussi à l'oral, hein, si vous voulez, un peu trop. Ça paraissait très paisible, tout ça. Mm-hmm. En fait, justement, ce que dit Maria Montessori, c'est qu'à partir du moment où on respecte ce qu'elle appelle les lois naturelles du développement psychique, eh ben, l'enfant, en fait, se retrouve comme étant à son état naturel. Donc, il peut se concentrer, il est apaisé. Non, pas naturel, elle utilise le terme normal. Ça encourage la créativité, il y a des liens. Tout le monde sait exactement ce qu'il doit faire. Chaque enfant semble guidé par ses intérêts, tout à fait. Il y a de la rotation. Un coup, ils sont assis par terre. Un coup, ils sont debout. Il y a des petits groupes. Exactement. Et en fait, tout ça, je ne sais pas si vous avez repéré où étaient les enseignants et les éducateurs. Il y en avait 3. Il fallait être vraiment très, très attentif. On pourrait même faire un jeu où sont les éducateurs là-dedans. Oui, c'est vrai, ils étaient dans la classe. Assis avec eux, tout à fait. Ils n'ont pas un bureau spécifique différent. Il y en avait une à un moment qui faisait une présentation pour 3 enfants et à un autre moment, une qui en faisait une de présentation pour 2 enfants. Et il y en avait une grande qui tenait la fiche des responsabilités. Je ne sais pas si vous avez vu avec les pinces à linge sur les côtés. En fait, ce qui s'est passé dans cette vidéo, c'est que vous avez pu voir un environnement préparé. C'est-à-dire que Maria Montessori, dans sa pédagogie, pour amener et accompagner les enfants vers l'auto-organisation, elle ne travaille pas directement sur les enfants, elle travaille sur l'environnement qu'elle leur met à disposition. Et quand je vous disais qu'elle n'infantilise pas l'enfant, c'est-à-dire que les éducateurs sont même prêts à être dépassés par l'enfant. Et plusieurs fois, ils se retrouvent à avoir des enfants qui leur proposent en fait des concepts, puisque tout le principe de Montessori, c'est d'aller du sensoriel, de la manipulation au concept. Je vais juste vous partager un exemple de surprise qu'un élève a fait à un enseignant. L'élève a dit si j'ai un carré dont le côté est égal à la diagonale d'un carré A, donc si j'ai un carré B dont le côté est égal à la diagonale du carré A, alors l'aire de ce carré B sera le double de celle du carré A. Là, je peux vous dire que l'enseignante a fait « Ok, je vais peut-être aller vérifier, et peut-être que c'est vrai, allons vérifier. » Donc l'aire du carré A, c'est égal à A carré. On est tous d'accord? Ok. Donc là, ça va être B, et ce carré B, tac, son aire est égal à B au carré. On est OK? Et en fait, Pythagore nous dit que B au carré, comme ici on a un triangle rectangle, c'est égal à A carré plus A carré. Donc c'est égal à 2A carré. Et donc en fait, par la manipulation, l'enfant a été capable de prouver que l'aire de ce carré, dont le côté est égal à la diagonale de ce carré, eh bien, le carré B a une aire double de celle du carré A. Voilà, je voulais vous partager un exemple de découverte d'un enfant qui s'appuie sur la manipulation de matériel qui lui est mis à disposition. Donc Maria Montessori, elle a conçu en fait toute sa pédagogie, elle l'a élaborée au fur et à mesure qu'elle travaillait avec les enfants et elle a découvert ce qu'elle a appelé des lois de développement psychique qu'il faut respecter et suivre pour assurer la santé de l'esprit. Donc au-delà des besoins de Maslow, du premier niveau, eh ben, il y a toute la partie psychique. Et donc dans ces 3 grandes familles de lois, il y a le plan de développement de l'enfant, qu'on ne verra pas aujourd'hui. Il y a les tendances humaines, qu'on ne verra pas aujourd'hui. Je vous propose aujourd'hui qu'on se concentre sur la partie axe de la collaboration.
Mais si vous voulez aller plus loin, cet ouvrage, c'est le dernier de Maria Montessori et donc il récapitule quelque part un peu toute son œuvre. Donc on va passer à la deuxième étape, les axes de la collaboration. Donc là où Maria Montessori disait « penser par soi-même pour plus de paix dans le monde », Montessori Extended aux organisations propose « penser par soi-même pour une organisation porteuse de sens ». Et pour vous, ce serait quoi les caractéristiques d'une équipe auto-organisée? Ça ressemble à quoi? Salut, mon nom c'est Sandrine Lacaste. Je travaille chez Desjardins en tant que chef d'équipe. Bonjour Sandrine. J'ai pas encore parlé, j'ai pris le temps de me présenter. Oui, Donc, oui. dans une équipe organisée, ben, c'est sûr que la première chose à laquelle on pense, c'est le fait qu'il n'y ait pas nécessairement de hiérarchie, puis que ce sont des membres d'une équipe qui, ensemble, s'organisent, comme ça, d'où l'effet auto-organisé, et qu'il y a comme une régulation qui se fait d'elle-même dans l'équipe. Donc, ce sont les premières caractéristiques auxquelles on pense généralement. Ok, merci beaucoup. Donc, Pascal dit, elle sait ce qu'elle a à faire, elle prend ses décisions. Ghislain, les contributeurs s'auto-organisent dans une équipe, dans un cadre que l'équipe s'est défini. Est-ce que vous voulez encore ajouter des choses? À quoi ça peut ressembler? Comment vous savez en fait qu'une équipe est auto-organisée? Avec un sens, de l'autonomie. La façon de prendre tout le monde qui collabore, tout le monde qui collabore au design, donc toutes les personnes qui ont justement un intérêt dans le type de décision, qui ont un impact, donc toutes les parties prenantes qui se consultent, mais qu'il y a quand même parfois un porteur qui aura eu l'idée puis qui va aller valider auprès de tout le monde c'est quoi, quelles sont les différentes teneurs de la décision à prendre pour par la suite pouvoir prendre une meilleure décision. Mais il y a différents modèles, je te laisse aller vers le C'est ça. Alors, on n'a pas complètement entendu la fin, mais il n'y a pas un seul modèle. C'est ça que tu dis, Sandrine? Il y a plusieurs modèles possibles. Oui, tout à fait. Désolée, je profitais d'un déplacement, je suis en auto. Pas de problème, pas de problème. Merci de participer. Donc, elle accepte l'imputabilité du résultat. Le groupe est collectivement responsable et imputable. L'équipe est attentive à son environnement et sait réagir à ses variations au risque comme à l'opportunité. Waouh, il y a plein de choses. Combinaison de compétences, motivation, volonté, partage et échange d'idées pour faire avancer le travail. Moi, je suis d'accord. Voici une. Bon, vous en avez vu une tout à l'heure avec la classe. Ça, c'est avec des personnes un peu plus grandes, on va dire. Eh bien, pour accompagner en fait la transition entre une équipe qui est managée par une personne et une équipe autogérée, ce que je vous propose, en m'inspirant fort de Maria Montessori, c'est de travailler sur l'environnement. Cet environnement, il va être composé de 3 composantes. La première composante, c'est l'espace physique, avec à l'intérieur le matériel et les outils que vous pouvez mettre à disposition. Par exemple, des outils de collaboration en ligne, ou quand on était avant le Covid, les post-it, les tableaux blancs, des choses comme ça. Le mobilier qui est adapté. La possibilité d'avoir accès à des œuvres d'art qui peuvent aider à alimenter notre créativité. Offrir une certaine diversité de lieux. Je sais que chez Desjardins, par exemple, il y a beaucoup de bureaux qui ont été organisés en flexi-travail avec la possibilité d'avoir un espace plutôt à part, plutôt calme, la possibilité d'avoir des bureaux avec des bureaux qui montent ou qui descendent, etc. Puis dans cet espace physique, on va aussi permettre aux gens de côtoyer des personnes plus ou moins expérimentées. Donc, si on reprend, ça pourrait être, par exemple, les communautés de pratique avec des personnes qui ont plus ou moins d'expérience, qui se regroupent autour d'un même centre d'intérêt et qui échangent comme ça leur façon de faire. Donc, ça permet de l'émulation et du partage d'expérience. La deuxième composante, c'est l'organisation du travail, avec un temps de travail qui soit cadencé et rythmé. Donc, c'est-à-dire que
qui permet en fait à l'individu, à la personne d'être vraiment concentré le temps qu'il faut. Si je reprends l'exemple des enfants, toute la matinée, en fait, ils n'ont pas de pause. C'est-à-dire que s'ils veulent travailler sur un sujet une fois, 2 fois, 3 fois, pendant 3 heures, eh ben, ils peuvent le faire. Ils n'ont pas à changer de matière au bout d'1 heure, par exemple. Et bien là, c'est pareil. Dans notre cas, on peut aussi, pour le travail, avoir des temps de travail cadencés et des temps de travail rythmés avec des rencontres régulières, des rituels qui vont nous permettre de nous remettre en question. Il y a autre chose qui est extrêmement important dans l'organisation du travail, c'est le fait que cette organisation permette une certaine liberté, une liberté de choix de l'activité, une liberté du choix du partenaire, du lieu et du moment. Pourquoi? Parce que cela contribue à faire que la personne soit motivée. À partir du moment où on a de l'autonomie, je vous renvoie vers Daniel Pink, on a de l'autonomie sur ce qu'on peut faire, sur ce qu'on veut faire, donc activité, partenaire, lieu et moment. À ce moment-là, ce qu'on va choisir de faire, on sera vraiment motivé pour le faire. Et donc, il y aura une énergie totalement différente dans la réalisation. Et puis, la troisième composante de cet environnement, c'est le manager. Donc là, vous voyez, il prend la place quelque part de l'éducateur, dans le sens où il va présenter du matériel et des outils. Exemple, quand on démarre une transformation, ça peut être intéressant de partager justement au moyen de keynote ou de visite d'organisation, à quoi ça peut ressembler une équipe auto-organisée. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça mange? Qu'est-ce que ça boit le soir? Je ne sais pas. Donc, pour que ça devienne un peu plus concret que juste un concept qu'on a entendu. Et donc, ce manager, il va travailler justement sur l'espace physique et sur l'organisation du travail. Donc, il va travailler en périphérie sur le cadre pour permettre aux gens justement de pouvoir explorer et exploiter tout leur potentiel. Il va apporter aussi une aide utile, puisque ce qu'on veut, c'est que les gens soient capables de penser par eux-mêmes. Penser par soi-même, ça veut dire qu'on va construire son raisonnement. Donc, si on impose un raisonnement du genre « vous vous auto-organisez comme ça », ça ne fonctionne pas parce que la prochaine fois qu'il faudra s'auto-organiser, bien, les personnes ne sauront pas le faire. Donc, c'est comment on anime et comment on aide les gens à réfléchir ensemble et à se construire des histoires ensemble pour qu'ils puissent co-construire leur auto-organisation. Donc, dans ce cadre-là, le manager, ce qu'il peut être amené à faire, c'est partager la vision, rappeler la vision ou la co-construire avec les personnes de son équipe et faciliter l'intelligence collective des collaborateurs sur les différents sujets. Donc, accepter finalement que la décision et le savoir n'est pas chez une personne, mais qu'il est partagé par tous les membres de cette équipe. Et puis, on va s'appuyer, ces 3 composantes de l'environnement vont permettre en fait de rendre concret les 6 axes qui vont vous permettre d'accompagner votre équipe vers l'auto-organisation. Donc ça, ce sont les 6 axes qui sont proposés par Maria Montessori. Le sentiment d'appartenance. Un exemple peut-être, dans une équipe, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste mis en place le mardi goûter. C'est-à-dire que tous les mardis, une personne ramenait un goûter fait maison. Voilà. Et donc, ça renforce le fait qu'on fait partie de la même équipe et on partage quelque chose à déjeuner ou à dîner ensemble. Effectivement, en temps de Covid, il faut réfléchir à d'autres propositions. Ne pas se sentir jugé ou évalué et être dans un environnement sécurisant. Pour ces sujets-là, un exemple de transformation où je suis intervenue, pour aller vers plus d'agilité, il s'était dit que ce serait intéressant d'avoir des personnes avec beaucoup d'expérience en agilité qui allaient être intégrées dans les équipes. Et puis finalement, ces nouvelles personnes repartaient systématiquement au bout de 3 mois, 6 mois. Et donc, en observant ça, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il n'y avait pas vraiment d'accompagnement et d'accueil de ces personnes-là. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est juste une communauté de parrains et de marraines qui elles-mêmes, en fait, qu'on a
que j'ai aussi aidé dans son chemin vers l'auto-organisation. Et donc, ils se sont trouvés un nom, la Familia, et puis ils se sont définis un process, et puis ils se sont définis des modalités d'échange. Et donc, ils avaient eux-mêmes défini donc, un logo également pour le sentiment d'appartenance, et ils ont accompagné ces nouvelles personnes. Et ce qui est intéressant, c'est que la première personne qui a été filleule, eh bien, elle est devenue marraine au bout d'un moment. Donc, ça montre bien que ça a fonctionné. Le quatrième axe, c'est la résolution de conflits par le dialogue pacifique. Donc, c'est-à-dire que le manager ne va pas faire l'intermédiaire, mais on va essayer de développer de l'empathie. Exemple très concret, en ce moment, j'interviens chez Desjardins. Est-ce que on a lancé 6 sessions de formation, 6 parcours de formation à la gestion des conflits. Et ce matin encore, j'intervenais auprès de la communauté des Scrum Masters pour expliquer un peu quelques grilles de lecture sur la résolution de conflits. Puisque on a besoin, dans une équipe auto-organisée, d'être capable de communiquer. Donc, comment améliorer cette communication? Ça passe aussi par ça. Puis, on peut aussi prévoir des instances particulières de résolution de conflits, comme des gens qui auraient des rôles de médiateurs, etc. Souder le groupe par des partages de temps collectifs qui sont un peu déconnectés du travail en lui-même. Alors, avant Covid, ça pouvait ressembler à des escape games. Après Covid, ça peut ressembler à des Skype Hero ou à d'autres choses. Et puis, je pense que ça fait partie des premières choses à faire, c'est l'interdépendance et les règles. Qu'est-ce qui fait qu'on fait partie de la même équipe? Pourquoi on est ensemble? Quel est notre objectif commun? Et quelles sont les règles du jeu qu'on se donne et qui sont applicables à tout le monde? Voilà, donc là, je vous ai partagé sur ces 2 slides l'environnement préparé, donc les 3 composantes de l'environnement préparé, l'espace physique, l'organisation du travail, le manager, et les 6 axes de la collaboration qu'on peut rendre concret via l'environnement préparé. Ce que je vais vous proposer maintenant, ou peut-être vous avez des questions, c'est d'aller vers la mise en pratique. Alors cette mise en pratique, elle va se faire comment? Déjà, les règles vont changer à partir du moment où vous irez en atelier. Je vous inviterai à ouvrir vos micros parce que comme ça, ce sera plus simple. Toujours la vidéo activée, c'est toujours plus sympa. Partagez le temps de parole. 2 écrans, comme je vous disais tout à l'heure. Et puis, ça, comme on s'inspire fort du co-développement, la bienveillance avant tout, chers amis. Pas de jugement, parce que déjà, s'il y a une personne qui a envie et qui a le courage de partager une situation, je pense qu'on peut déjà lui dire merci. Ce qui fait la richesse du groupe, c'est la subjectivité et la diversité des personnes qui sont là, donc assumez-la complètement. Hein. Allez-y franco. On est là pour vraiment l'utiliser à fond. Et puis la confidentialité des sujets qui vont être abordés. Donc par respect pour la personne qui apporte son sujet, eh bien, on va s'assurer de ne pas en parler à l'extérieur du groupe. Alors, vous pourrez toujours vous raconter le processus, ce que vous avez vécu, etc., mais pas le sujet en lui-même. J'espère que ces quelques règles vous permettront d'être dans un environnement sécurisant. Donc, l'objectif de l'atelier, qui va durer donc 30 minutes, c'est de trouver un maximum d'idées. Donc, maximum, c'est à minima 10. Et après, il n'y a pas de limite. Pour aider votre client à aller vers plus d'auto-organisation, donc en utilisant l'environnement préparé et les axes de la collaboration. Comment ça va se passer? Donc, vous allez être répartis au hasard par groupe de 4 à 5 personnes. J'espère que vous avez des propositions, des exemples de situations que vous aimeriez partager au groupe. Il nous faudrait un client par groupe. Donc, commencez déjà à y penser dès maintenant. Et puis, peut-être qu'il y aura plusieurs volontaires. À vous de trouver comment vous décidez de quel sujet sera le sujet du groupe. Et donc, c'est important, je pense, que ce soit une situation réelle pour voir si c'est vraiment applicable. Comme ça, vous pourrez vraiment tester ces axes de la collaboration et le fait d'aller travailler sur l'environnement pour amener un ensemble de personnes vers une équipe auto-organisée. Donc, pour chaque groupe, j'ai préparé un espace de collaboration sur un outil qui s'appelle Draftio. Et je vous ai mis aussi des cartes qui décrivent chaque axe de la collaboration.
On va prendre ici un exemple. Pour les règles et interdépendances, à quoi ça sert? Ça sert à prendre conscience de l'interdépendance entre l'individu et le reste du groupe par l'établissement de règles consenties. Quand cet axe n'existe pas, qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, il peut y avoir un manque de cohésion. Chacun fait cavalier seul. Ou bien, le groupe est pris comme un bouc émissaire. Ah, c'est pas de ma faute, le groupe a décidé. C'est pas moi. Donc, on se met derrière le groupe. Ou bien, les règles ne sont pas appliquées. Alors, quelques exemples de verbatim, je me suis fait plaisir. C'est une décision du groupe, je ne peux pas y faire grand-chose. C'est une perte de temps de travailler là-dessus. Je vais atteindre mes objectifs. Déjà, ce sera pas mal. Donc, vous avez les 6 cartes qui sont présentées sur le board. Et le board, un board par groupe, ça va ressembler à ça. Donc, vous aurez les 6 cartes ici que vous pourrez glisser, déposer à cet endroit-là et le grossir. Et vous avez le rappel des différentes composantes de l'environnement préparé avec le détail que je vous ai donné à l'oral. Pour que ce soit encore un peu plus clair, je vais vous montrer comment ça fonctionne, cet outil, qui s'appelle donc draft.io. Voilà. Donc ici, je suis sur le draft du groupe 3, par exemple. Vous voyez. Donc ça se déplace, ça s'agrandit. Vous pouvez zoomer, dézoomer. Et ici, vous pouvez créer des post-it en allant sur, ici dans le menu, texte. Vous cliquez là-dessus, vous cliquez sur sticker rectangulaire. Vous cliquez à l'endroit où vous voulez écrire. Tac, tac. Vous mettez des couleurs qui vont bien, la couleur que vous voulez, vous faites plaisir. Et puis voilà. Il y a une option, quand vous faites clic droit sur le fond, vous pouvez ajouter un timer. Et donc, vous pourriez lancer un timer de 30 minutes, comme ceci, par exemple. Je reviens sur la présentation. Ne quittez pas. Vous avez dû recevoir de la part d'Annie un fichier PDF, mais si ce n'est pas le cas, je vous le renvoie dans la conversation. Voici. Et il contient en fait le déroulé, la suggestion de déroulé de l'atelier. Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre 5 minutes pour vous présenter les uns les autres, d'avoir 2 volontaires, un volontaire en tant que client et un volontaire en tant que gardien du temps. Ensuite, de faire un petit réveil ménage, parce que je sais qu'il est tard, vous avez déjà eu une grosse journée, je vous propose de faire un petit jeu. On va faire 3 tours de table, 3 tours de salle virtuelle, où vous allez l'un après l'autre rebondir sur le mot précédent, sans chercher à réfléchir en fait, juste lâcher. Donc, je vous propose en premier mot enfant, et puis après vous rebondirez comme vous le souhaitez dans le groupe. Vous vous connectez au board. Donc, le X ici, vous allez le renseigner par remplacer par 3 chiffres. À partir du moment où on va vous répartir par sous-groupe, vous allez être soit dans le groupe 1, groupe 2, groupe 10, etc. Si vous êtes dans le groupe 10, il faudra indiquer bit.ly agile mtl 010. Si vous êtes dans le groupe 2, par exemple, ce sera agile mtl 002. C'est bon? C'est clair pour ça? OK. Ensuite, et c'est là que commence la partie vraiment, vraiment intéressante, 2 minutes pour que le client présente sa situation et en quoi c'est un problème. 3 minutes pour que les consultants posent quelques questions de clarification pour savoir un peu où ça se trouve. Et donc, vous aurez sous les yeux les différentes cartes, qui décrivent les axes de la collaboration. Vous allez ainsi pouvoir choisir l'axe de la collaboration sur lequel vous voulez travailler. Donc, on s'entend, c'est une hypothèse. Ça ne veut pas dire que c'est forcément celui-là, mais le best bet pour ce soir, qu'est-ce que ce serait? Donc, nous suggérons une décision à l'unanimité pour cela. Et puis ensuite, 10 minutes de production. Paf, 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 idéation, production de post-it, paf, paf, paf. Et puis, les 2 dernières minutes pour que le client fasse un retour au consultant pour savoir quelle proposition il a le plus de probabilité de mettre en œuvre, sachant que les boards seront toujours à disposition. Je les laisserai tels quels et vous pourrez toujours y revenir pour aller y puiser des idées. Est-ce que pour vous, c'est
clair. Où est-ce qu'il y a des questions par rapport au déroulé? Il n'y a pas de questions. Ok. Alors, je vais essayer de vous diviser en groupes. Donc, nous avons 34 participants. Ça fait au moins 7 salles, ça. Automatiquement. Est-ce que tout le monde a pu récupérer le fichier qui contient le déroulé de l'atelier? Vous êtes prêts à partir? On se rejoint dans une demi-heure, ce qui fait du... ouais, un peu moins. Ça vous va si on va jusqu'à... Ouais, bon, bah 50 alors. 18h50. 3, 2, 1, c'est parti. Tout à l'heure. Il faut appuyer sur le bouton. Rejoindre. Rejoindre. Appuyez sur le bouton. Rejoindre. Rejoindre. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté déjà. Il reste 12, 10, 11. Appuyez sur le bouton. Rejoindre. Rejoindre. Ça fonctionne, ça fonctionne. Je vais mettre... Est-ce que tu peux mettre l'enregistrement sur pause? Oui, et je vais regarder où ça se fait. Je reprends l'enregistrement. Excellent. Donc, laissons les gens revenir de leur atelier, soit naturellement ou soit parce que leur salle ferme d'ici 30 secondes. Yes, je vais partager. Hop, c'est bon, tu vois les règles? Oui. Okay. Welcome back. Allô, allô. Allô, allô. Hello. Hello. Ça commence à revenir. Rebonjour, rebonsoir tout le monde. On était partis, nous, plein de discussions. Ouais. Ben oui. Le truc, c'est que vous, comme vous êtes toutes les deux chez Desjardins, ça va continuer encore demain, n'est-ce pas? Oui, on s'est pris, on a dit on va garder contact, c'est sûr. On a des réalités d'équipe qui sont très, très similaires, donc c'est vraiment drôle. Ouais. Intéressant, vraiment. Bon. Tous les chemins mènent à Rome, qu'on dit. Hey, tellement, c'est fou comment les chemins mènent au bon endroit. Même quand on ne sait pas où on va. Les vôtres mènent à Desjardins, en tout cas, apparemment. Tous les chemins mènent chez Desjardins. Oui, voilà, voilà. Mich, quand est-ce que tu veux qu'on partage? Est-ce que les gens sont arrivés? J'ai déjà je des crois qu'ils sont constats. encore en train d'arriver, là. Ah, t'as pas fermé les salles pour tout le monde? Mais si, Oui, tout le monde est fermé, les salles là. pour tout le Tout monde. le monde est Ouais, revenu. c'est ça, tout le monde est fermé. Ok, tout le On est monde tous est là? de retour. Ok, c'est juste moi alors. Ok, bon, bah, c'est parfait. Alors, bah, je sais pas, est-ce qu'il y a un client peut-être qui veut partager un peu comment il a vécu ça? Des personnes qui ont eu le courage d'apporter leur situation pour les partager au groupe. Oui, bien sûr, si vous voulez. Mon nom, c'est Stéphane Savard. Vous parliez de Desjardins. Je suis de Desjardins. Bonjour Stéphane. Bonjour tout le monde. Donc, oui, partager mon expérience. Donc, notre petit groupe de travail, sincèrement, on a eu de la misère un petit peu à démarrer. Bon, le petit côté technologie à placer. Après ça, bien comprendre les étapes et tout. Donc, on a peut-être perdu un petit peu d'énergie de ce côté-là. Par la suite, mise en contexte et on a essayé effectivement de trouver quelques actions, quelques idées, mais c'était quand même pas évident étant donné qu'on a peut-être des milieux différents ou des angles différents de voir les choses. Mais quand même, on a eu un bon résultat qu'on va pouvoir partager. Tu es satisfait quand même des actions qui ont été produites ou pas? Il y a des choses qui sont apparues que tu n'avais peut-être pas identifiées avant? Pas identifié est un grand mot, mais préciser, je dirais. Certains éléments ont été précisés. Puis, un, entre autres, à mes yeux, qui a ressorti, qui va être intéressant à aller un petit peu plus loin, effectivement. OK, super. Moi, j'ai tellement envie de partager, j'ai de la misère à me retenir. Vas-y, Marianne, vas-y, oui! Non, j'ai trouvé ça méga intéressant. Mais en même temps, tu vois, je me suis rendu compte que c'était très précipité. Puis il y avait beaucoup d'enjeux. Déjà dans le choix des mots pour présenter la situation,
on retrouvait un paquet de billets qui étaient là et qui étaient limitatifs par rapport à l'auto-organisation. Puis en plus, je me rends compte qu'à sauter tout de suite dans trouver des actions, bien, on ne construisait pas une compréhension commune de la problématique. Fait qu'on tombait dans certains pièges. Fait que j'avais un malaise. J'ai trouvé ça super intéressant, mais précipité comme ça, là, on était dans l'échelle, on n'avait pas le temps, les échelles d'inférence, tout ça. Fait que ça me faisait comme, oh, attention, c'est pas si simple que ça quand même. Mon opinion. Voilà. OK. Je peux faire un retour aussi, Mija, si tu veux, après. En fait, attends, juste, je finis avec Marie-Hélène. Tu aurais voulu pouvoir passer plus de temps en fait, sur la partie atelier pour vraiment bien comprendre la situation, c'est ça? Ce que je me suis rendu compte, c'est que si je travaillais avec un client en temps réel, je n'irais jamais aussi précipitamment parce que il y a vraiment des billets qui surgissaient, qui seraient en premier lieu à travailler. J'irais peut-être pas tout de suite sur les axes. Je m'assurerais de bien positionner, mais là, c'est le coach en moi, de bien positionner avant de proposer des actions et de m'assurer surtout que ces actions-là ne sont pas interprétées à travers des billets qui vont juste renforcer des pratiques qui ne vont pas nécessairement susciter de l'auto-organisation. Merci Marie-Hélène. Ah, c'est bon ça. C'est Joël qui voulait intervenir, c'est ça? Oui, merci. Donc, moi, j'ai eu la chance d'être dans un groupe avec de super consultants, là. J'ai joué le rôle de client et j'ai présenté, en fait, mon cas actuel. Je suis dans une escouade agile chez Desjardins. Donc, on automatise des processus. Donc, en fait, c'est comme l'a dit Marie-Hélène tout à l'heure, on a passé 20 minutes déjà à clarifier le problème. Il y a eu une séance de questions-réponses pendant 20 minutes et le reste du temps, c'est 10 minutes d'action en fait. On a pris la carte règles et interdépendance. Et donc, c'était un peu dommage que le temps était assez limité, mais c'était en tout cas les actions qui ont été proposées étaient très à propos, bien que les personnes qui étaient avec moi ne connaissaient pas du tout ce que c'est l'automatisation de processus via RPA. En fait, les actions qui ont été proposées étaient très à propos et c'est exactement ce que nous essayons de mettre en place aujourd'hui, notamment dans le choix des mandats qui nous sont proposés, de prendre que des choix en fait qui sont des processus qui sont les plus simplifiés possibles, les plus simples possibles. Donc ça aujourd'hui c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en place dans nos choix de mandats. Également les valeurs agiles, ça a été remonté aussi dans les actions. Et le troisième point, c'était bien déterminer en fait la limite de la délégation dans les squads et clarifier les rôles et responsabilités dans l'équipe, tout ça dans le but en fait de fluidifier notre processus de livraison. Donc on en avait encore beaucoup, mais ça a été coupé. Puis je pense que on pouvait encore trouver beaucoup d'autres, mais en tout cas c'était voilà. Merci. C'est sûr que le puits de créativité est sans fond, n'est-ce pas? Donc là, c'était juste pour vous donner un petit aperçu de ce que ça peut apporter. Et des cartes, là, vous en avez vu 6, mais en fait, il y en a beaucoup plus parce qu'il y a aussi il y a aussi toute la partie tendance humaine qu'on peut aller explorer. Vous avez vu au début, je vous présentais les 3 lois naturelles sur lesquelles elle s'appuie, le plan de développement, les tendances humaines et les axes de la collaboration. Là, on a juste vu la partie axe de la collaboration. Je vous propose que je finisse en gros tout ce que j'avais à vous dire et si vous voulez bien, on recommencera le partage sur ce que vous avez vécu juste après. Est-ce que ça vous va? Donc, je vous ai promis aussi des pistes pour aller plus loin, en tout cas des choses, moi, qui m'ont énormément inspirée et qui drive un peu tout ce que je peux raconter ou tout ce que je peux faire au quotidien dans mes accompagnements. Donc, quelques livres. Voyage en misarchie d'Emmanuel Dockès, qui refait toute la société, de l'éducation à la façon dont sont gérées les entreprises, les services publics, etc. The 7-Day Weekend de Ricardo Semler, qui est un des premiers à avoir
tabler sur l'entreprise de la confiance, on va dire. Les éditions Repas, avec notamment un des cœurs de mes sources d'inspiration, c'est la communauté autogérée de Bois-Mondo, dont l'objectif était de faire des hommes libres. Et puis celui que je vous ai montré tout à l'heure, Maria Montessori et son livre sur l'esprit absorbant de l'enfant. Et globalement, tous ces ouvrages sont extrêmement inspirants. Je vous invite aussi à aller parcourir ma chaîne YouTube. Dessus, vous y trouverez quelques retours d'expérience de Scrum Master ou des retours, des impressions, des commentaires, des témoignages de personnes qui ont suivi des formations avec moi. Et puis, on a aussi animé au cours du dernier mois, je crois que c'était en avril, une journée des alternatives où justement on a eu la chance d'interviewer Emmanuel Decazes. Donc, vous pourrez retrouver en fait des interviews d'Emmanuel Decazes directement sur cette chaîne. Je vous les ai montrées. Il y a les cartes qui sont également disponibles sur le site des Agilopathes. Et puis, pour aller plus loin, en fait, parce que comme je vous le dis, c'est un petit apéro, on peut aller un peu plus loin avec différentes versions, on va dire, de formation sur Montessori Extended. Donc, il y a la version 1 journée. Il y a la version 3 jours, en 2 jours plus 1 jour avec du coaching intermédiaire. Et puis, donc ça, c'est plutôt orienté pour les managers gestionnaires. Et puis, il y a une formation sur 6 mois, 8 jours en présentiel en ligne et 6 séances de coaching pour devenir coach agilopathe. Et si vous voulez qu'on reste en contact et suivre un peu l'actualité des agilopathes, je vous invite à me rejoindre donc, sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Meetup, Eventbrite. Et vous avez mon mail affiché juste là. On continue sur comment vous avez vécu ces ateliers. Peut-être des personnes qui n'ont pas été clientes. Chloé, je vois que tu veux intervenir. Oh, en fait, j'ai été cliente. Donc, oui, mais vas-y. Mais je n'avais même pas réalisé que je n'avais pas mon micro. Oui, c'était court, je suis d'accord. Merci pour le commentaire, Marie-Hélène. C'est vrai que c'est pas facile de pouvoir présenter suffisamment dans un court laps de temps, tout en essayant de garder la confidentialité de la situation. Et j'ai aimé, au fond, que les actions viennent apporter des idées très simples, au fond. On pourrait penser que, my God, vers quoi on s'en irait sur ces actions-là. Mais en fait, mes consultants m'ont amené sur des affaires vraiment, vraiment basiques. Et merci, parce que c'est sur cette simplicité que peut se faire beaucoup de choses aussi. Donc, voilà. Mais c'est ça, c'est tout. Ok, merci Chloé. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent partager leur vécu de cet atelier? Ou même de l'ensemble de la présentation, comme vous le souhaitez? The floor is yours. Qu'est-ce que ça vous donne envie de faire, peut-être, ce qu'on a fait ensemble là aujourd'hui? Oula. Je sais pas, moi, tout ce que je voudrais dire, en fait, c'est qu'on a fait l'atelier, puis c'est bon, c'est vrai qu'on c'était court, puis c'est correct, on avait le temps qu'on avait, mais quand je regarde les 6 axes de la collaboration, on a à peu près tout passé à travers ça dans notre petit groupe, dans notre petite équipe. Puis on était dans un environnement sécurisant, on avait le sentiment d'appartenance, on s'est tous inscrits à la même conférence, on avait tout un point commun. En tout cas, dans notre équipe, on ne s'est pas senti jugé. On était une couple avec des problèmes technologiques. On l'a dit, peux-tu tenir le crayon? Peux-tu nous aider? Partage l'écran. On ne s'est pas badré de ça. On a avancé pareil. Ça l'a aidé à souder le groupe. Puis on avait quand même un cadre, on avait des règles, on avait une démarche, on la suivait, tout ça. Puis ben, pas eu de conflit, ça a super bien été. Ça a fonctionné pour créer l'autorisation. Ok, super. Merci beaucoup pour ce retour. De notre côté, c'est Sandrine, on était un groupe de 2. Puis on avait toutes les deux pas l'accès aux outils, donc c'est de notre faute à nous.
Mais on a profité pour vraiment échanger sur nos réalités. Puis, on a quand même abordé, Annie, tu confirmeras, on a abordé les différents axes de collaboration, de quelle façon on les vivait, de quelle façon on les vivait, puis de quelle façon on le voyait pour le mettre en place dans des équipes. Donc, malheureusement, l'objectif de l'exercice n'a pas été atteint de la façon que c'était conçu, mais ça a été très enrichissant pour nous également. Vous allez pouvoir le refaire demain de toute manière. Ah ah! Pourquoi pas? Chez Desjardins. J'irai, c'est Ghislain. Je m'excuse, je n'ai pas la vidéo qui est disponible de mon côté. Donc, comme je l'ai dit à mon équipe tantôt, je vais y aller de façon m'assurer que mon audio soit très communicatrice. Moi, j'ai bien aimé l'exercice. J'ai remarqué que on était 4, que la dynamique dans les rôles, c'est Marie-Hélène qui le soulevait, que en termes de leadership, là, le leadership se partageait. À un moment donné, c'était un qui donnait des orientations sur tel élément. À un moment donné, c'était une autre personne. J'étais le gardien du temps. Donc, en termes d'organisation, dans notre façon, dans notre démarche, on prenait soin de ça. Puis à un moment donné, on s'en rendait compte. Fait que c'était agréable. Mais le tout se faisait en sorte qu'on visait l'objectif. On était soucieux d'atteindre le mandat qui avait été donné. Donc, les réflexions, les actions se sont faites en ce sens. Voilà. Merci. Du coup, tu rejoins ce que disait la personne qui est derrière le DGR 8510 sur les conditions, en fait. Qu'est-ce qui fait que vous en êtes arrivé là, finalement? Est-ce que pour toi, il y a des éléments clés, là, que vous avez vécu qui font que vous avez réussi justement à vous partager le pouvoir quelque part dans cette équipe? Mais je pense que ça s'est fait de façon assez naturelle et respectueuse, dans le sens que de mon côté, j'ai pris charge du temps, il y avait la démarche, donc j'allais dans le point de vue de l'organisation du travail. Je prends par exemple Marie-Hélène, qui elle aussi avait le souci qu'on chemine, qu'on avance et qu'on passe au travers des questions. Et de part et d'autre, c'est moi qui embarquais, on se partageait ça et en collégialité avec les autres personnes. Donc, je pense qu'on avait le souci de travailler ensemble. Moi, c'est ce que j'ai retenu et ressenti au travers de l'exercice. Super. Merci beaucoup, Justin, pour ce partage. Si tu me permets d'ajouter, juste pour dire, en fait, moi, j'ai une tendance à remplir les vides puis à passer beaucoup à l'action. Puis une façon, justement, c'est de le nommer. Donc, je l'ai tout de suite nommé, fait que ça permet aux autres aussi de prendre leur place. Fait que je vais, OK, moi, je prends beaucoup de place. Voici, essayez de prendre la vôtre, puis ça va créer. Fait que souvent, nommer, c'est un bon truc. Tout à fait. Et pour ça, souvent, le rôle du facilitateur qui va essayer de lire un peu la situation et de la rendre visible pour tout le monde, ça aide, effectivement. Quelle chance d'avoir un coach au sein du groupe, n'est-ce pas? Je peux ajouter à ça que j'étais très, très contente d'avoir ce groupe où Marie-Hélène avait pris un peu le leadership parce que on voyait qu'il y avait un peu d'expertise qui nous organisait et c'était très facile de travailler avec les personnes de mon équipe. Super. Merci. Merci Isabelle pour ce retour. Est-ce qu'il y a encore des retours, des remarques, des questions, des commentaires, soit sur l'atelier, soit sur l'ensemble de ce qu'on a balayé ensemble aujourd'hui? Est-ce qu'il est temps de se dire au revoir? D'accord. Alors, on va se dire au revoir. Merci beaucoup pour votre présence et bonne soirée à tous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Bonsoir tout le monde.